Alors bonsoir à tous encore et bienvenue encore sur Miengis Radio 241.fm. Alors ce soir nous avons encore nos habitudes de la Miengis Radio 241.fm. Nous avons à notre gauche Monsieur Owen Mesure et Monsieur Davido. Comment allez-vous Monsieur David? Comment allez-vous ce soir? Bonsoir Kamila, ça va, merci et toi? Ça va très bien, merci. Et à notre droite nous avons Monsieur Cédric Jomas et Monsieur le Ministre. Bonsoir Monsieur le Ministre, comment allez-vous? Yes sir, ça va très bien. Donc, nous sommes en pleine Coupe du Monde. Nous abordons le sujet de la Coupe du Monde. Qui sera le meilleur buteur, meilleur joueur, meilleure équipe? Et quels sont vos pronostics pour la finale et aussi nos équipes africaines qui participent à la Coupe du Monde? Nous savons que nous avons 5 équipes, notamment le Maroc, le Maroc, le Sénégal, Cameroun, Tunisie et c'est quoi la dernière équipe? Le Ghana. Alors, nous avons 5 équipes. Alors, d'entrée comme ça, nous allons aller, Monsieur le Ministre. Quelles sont vos impressions d'abord pour ce début de la Coupe du Monde et l'organisation même de la Coupe du Monde par le Qatar, nous rappelons? Voilà. Oui, il faut d'abord commencer par l'organisation de cette Coupe du Monde. Il faut préciser à tout le monde que cette année, c'est un fait vraiment historique parce que depuis la création de la Coupe du Monde, on n'a jamais joué la Coupe du Monde au mois de novembre. C'est généralement une compétition qui se joue pendant l'été, juin-juillet, parce que la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar. Il faut savoir que le Qatar, c'est dans le Moyen-Orient, et pendant l'été, ils ont des températures qui dépassent les 120 degrés Fahrenheit. Donc, on est autour des 45 degrés Celsius. Il fait très chaud. La chaleur est insupportable. Donc, ils ont dû décaler la Coupe du Monde pour la première fois de l'histoire et faire jouer la Coupe du Monde au mois de novembre. Donc, moi, ma critique, ce n'était pas le fait qu'un pays musulman accueille la Coupe du Monde pour la première fois, comme les gens disent qu'on critique parce que c'est un pays musulman. Moi, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est le moment d'organiser cette compétition. En plein mois de novembre, on doit rappeler que toutes les équipes, les clubs étaient en compétition encore il y a à peine 2 semaines. Ils jouaient dans les championnats. Entre-temps, d'habitude, une Coupe du Monde se prépare ils ont au moins 1 mois de préparation. Donc là, ils ont dû couper la saison en plein milieu de saison pour aller jouer la Coupe du Monde. Moi, c'est ça ma critique principale sur l'organisation au Qatar. Mon problème, c'est pas que c'est un pays musulman qui a reçu la Coupe du Monde. Mon problème, c'est que vous êtes obligé de faire une Coupe du Monde au mois de novembre. Les joueurs, et tu vois le nombre de blessés qu'il y a. Beaucoup de joueurs, beaucoup de très bons joueurs ont raté cette Coupe du Monde. Parce qu'il y a des blessures, parce qu'ils sont en train d'enchaîner les matchs de championnat et aussitôt ils doivent aller jouer la Coupe du Monde. Donc moi, c'est ça ma première préoccupation sur le fait que le Qatar organise cette Coupe du Monde. Alors, nous allons passer à Monsieur Davido et Devika. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cette organisation de la Coupe du Monde? Déjà, merci de me donner la parole. Bonsoir à tous, c'est encore moi. Toujours. Du coup, à l'esprit, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, mais pourquoi laisser le Qatar organiser une Coupe du Monde, quand bien même c'est la première fois dans l'histoire où une Coupe du Monde se joue en novembre et étant donné que les joueurs ont eu une saison très intense parce que c'est une saison dans les championnats, ils jouent presque tout le temps. Est-ce qu'ils ont eu ce temps-là de repos, ce temps de récupération? C'est une question qui reste posée. La réponse est non. Ils n'ont pas eu le temps de repos. Mais justement, pourquoi donc organiser une Coupe du Monde dans ce genre de conditions? Est-ce que c'est pas forcer les joueurs je sais pas, au-delà de leur capacité? On peut tout dire. On peut tout dire de la FIFA, de la Coupe du Monde, de ceci. C'est une histoire d'argent.
D'accord. C'est une histoire, c'est un business. Merci. Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Merci d'en venir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Merci d'en venir. D'abord, le Qatar, on va rappeler que c'est un pays d'à peine 1,5 million ou 2 millions d'habitants. Donc, moins que c'est même pas Peut-être moins, leur peut-être démographie n'est même pas plus que le Gabon. Alors. Ils sont peut-être moins nombreux que le Gabon. D'accord. Et la seule raison pour laquelle ils ont obtenu l'organisation de cette Coupe du Monde, c'est parce qu'ils ont misé fort. Ils ont misé fort, ils ont mis l'argent, ils ont mis l'argent pour accueillir cette Coupe du Monde là. Tout le monde sait les conditions d'attribution. On rappelle que cette Coupe du Monde a été attribuée en 2010 au Qatar. D'accord. Ça fait plus de 10 ans qu'on a attribué cette Coupe du Monde à ce pays. Et ils ont fait une grande campagne à l'époque. Ils ont acheté les joueurs, ils ont acheté les gens comme les Zidane pour essayer d'amener l'opinion publique d'accepter, ou bien non, pas seulement l'opinion publique, les pays votants. Parce que ce sont les pays de la FIFA, membres de la FIFA, qui votent pour le prochain organisateur de la Coupe du Monde. Mais à mon avis, je pense que la FIFA devient ça devient plus un business que une organisation qui... mais ça a toujours été un business. Non, mais là, c'est... En fait, c'est le problème, c'est que maintenant, on est obligé de changer les calendriers. Mais justement, si on en arrive au point de changer les calendriers, parce que le Qatar sollicite la Coupe du Monde, d'organiser la Coupe du Monde, mais je pense qu'il y a un moment, c'est le bas blesse. Le bas, vraiment, le bas blesse. Parce que moi, j'ai pitié des joueurs, même quand ils jouent sur le terrain, tu sens que... Et en plus de ça, ils se donnent à fond. Et on va aussi rappeler les conditions dans lesquelles cette Coupe du Monde a été organisée. On parle tu sais, les gens qui travaillent au Qatar, c'est pas les résidents, c'est pas des Qataris qui ont construit les stades. Ils ont dû faire venir la main d'œuvre. Ils ont fait venir la main d'œuvre de tous les pays, pas forcément chinoises, mais les pays du Moyen-Orient qui n'ont peut-être pas la même richesse qu'eux, comme les Afghans, comme les Pakistanais, comme les Irakiens, qui sont un peu dans la région, mais qui ne sont pas aussi riches que les Qataris, parce que les Qataris, la moyenne, la population est vraiment très riche. Ouais. C'est pas eux qui ont construit ces stades-là, c'est pas eux qui ont construit les infrastructures. Ils ont fait venir des gens pour venir travailler. Et quelquefois, les conditions étaient comparées à l'esclavagisme. Eux, ils n'habitent pas dans la grande ville de Doha. Ils habitent hors de la ville, dans des tentes, dans des camps. Et les conditions de travail n'étaient pas les meilleures. Mais est-ce qu'ils ont au moins été sanctionnés pour... Et on parle de 7000 morts, 7000 ouvriers morts. Mais justement, est-ce qu'ils ont été sanctionnés pour ça? Ça, c'est un crime contre l'humanité. Ça mérite la prison. Mais ça, c'est les chiffres que donnent les organisations des droits de l'homme. Ouais. Mais les chiffres officiels, c'est pas ça. Dans les chiffres officiels, le Qatar dit qu'ils n'ont pas perdu plus de 3 personnes dans les travaux de la Coupe du Monde. Les organisations maintenant de droits de l'homme disent que c'est le contraire. Ils ont perdu des milliers d'ouvriers. Tu vois qu'on ne peut pas sanctionner si les chiffres officiels sortis par le gouvernement sont vraiment rabaissés. Il n'y a quasiment pas de fatalité dans les chiffres officiels. Donc vous allez croire en qui? Mais si on parle même d'un mort, c'est déjà une fatalité. Mais tu vois qu'il y a une différence entre 3 morts et 7000 morts. Mais justement, c'est là aussi je ne comprends pas le droit. Les droits de l'homme, à un moment donné, vous défendez les droits de l'homme humanitaire. Vous défendez quoi? S'il y a 2 morts, il y a 4, 5, vous n'avez pas besoin des chiffres officiels. S'il y a eu mort d'homme, c'est un problème. C'est un problème. Mais justement. Mais parce que les gens qui peuvent juger le Qatar, c'est qui? C'est les organisations mondiales comme l'ONU, comme la question, mais eux, ils ont besoin de quoi? La vraie question, est-ce qu'ils peuvent juger le Qatar? Mais ils peuvent pas justement, c'est pourquoi ils ne peuvent pas? Ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les chiffres réels. Non, je pense pas que c'est les chiffres réels. Là, on va encore parler de manipulation. Mais bien sûr. Voilà. C'est trop facile.
Donc, C'est trop. Et je te promets, si ça a été organisé dans, disons, peut-être je veux prendre un pays comme ça, bête, ou même en Belgique, qui est aussi une grande nation, ça ne devait pas se passer comme ça, je te promets. Quoi, le nombre de morts non, même pas le nombre de morts. C'est-à-dire, il devait avoir au moins une sanction par rapport à ça, et les choses ne devaient pas se passer de la sorte. C'est-à-dire, jouer, par exemple, en novembre, où non seulement c'est un mois où les gens sont concentrés parce que c'est l'approche des fêtes, des Noël, Nouvel An et tout ça. Donc, moi, je pense que cette Coupe du Monde, je trouve pas ça intéressante. Pour dire vrai, franchement. Moi, il n'y a pas cet engouement-là de la Coupe du Monde, comme à l'époque, il y en avait il y a 5 ans, où quand c'est la Coupe du Monde, tout le monde est mobilisé, tous les pays sont là à regarder, quoi. Moi, c'est vrai. Moi, quand je pense à la Coupe du Monde, je pense plus aux joueurs. Je pense plus aux joueurs. Ce n'est pas pour tous les joueurs. Ce n'est pas tout le temps que tu as l'opportunité de jouer une Coupe du Monde. On va rappeler que la Coupe du Monde se joue tous les 4 ans. La Coupe du Monde se joue tous les 4 ans. Et ce n'est pas tous les joueurs qui ont la possibilité de jouer 2 Coupes du Monde. Donc, pour ces joueurs-là qui sont en âge, qui sont sélectionnés, pour ces joueurs-là qui sont en âge et qui sont sélectionnés, eux, c'est leur rêve. Depuis qu'ils sont jeunes, depuis qu'ils sont dans les centres de formation, c'est de jouer la Coupe du Monde. Donc, moi, quand je regarde la Coupe du Monde aujourd'hui, je ne veux pas penser à ce que le Qatar a fait ou ce que le Qatar n'a pas fait. Moi, je pense plus aux joueurs. Parce que c'est une opportunité qui vient tous les 4 ans. Et ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de jouer cette Coupe du Monde plusieurs fois. Donc on supporte nos équipes, on supporte les joueurs parce qu'ils travaillent très dur pour arriver à ce niveau-là. Et ce n'est pas une compétition qui se joue chaque année. On rappelle à tous les auditeurs que la Coupe du Monde se joue tous les 4 ans et que c'est pas vraiment évident pour un joueur d'y participer parce qu'il y a une très longue saison avant la Coupe du Monde. Même si cette année, ça s'est joué en novembre. Malgré ça, quand ça se joue souvent, on va dire en juin, juillet, il y a des joueurs qui peuvent avoir des blessures et tout ça. Là, toutes les équipes ne peuvent pas avoir toutes leurs stars et tout. Vraiment, cette année, ça a été vraiment dur parce qu'on a vu tant de blessés dans les équipes. Notamment les 2 ballons d'or, Sadio Mané, les deux finalistes de ballons d'or, Sadio Mané et Karim Benzema, qui n'ont pas pu participer à cause de blessures. C'est vraiment une honte que les 2 meilleurs joueurs du monde la première fois, on rappelle, ne peuvent pas participer à la compétition parce qu'ils ont des pépins physiques. Et c'est ça l'inconvénient de jouer, de décaler cette Coupe du Monde au mois de novembre. Parce que quand c'est en juin et juillet, les saisons en général terminent au mois de mai. Partout dans le monde, en Europe. Ils ont le temps de... Ils ont 1 mois. 1 mois avant le début de la Coupe du Monde. Au moins, si tu as des petits pépins physiques, tu as le temps de récupérer. Là, c'était à peine ils ont joué le championnat. 1 semaine après, ils ont pris le vol pour aller au Qatar. Donc, c'est justement ça. Il faut pas que les choses continuent comme ça. Et pour ça, moi, je pense que la FIFA... Et d'ailleurs, l'ancien président de la FIFA est sorti. Il est sorti. D'ailleurs, moi, le timing de sa sortie était un peu bizarre. À quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde, il est venu dire que nous avons fait une erreur d'attribuer la Coupe du Monde au Qatar. 7 blattes, on rappelle. Après avoir empoché les millions et les millions des pots de vin. Voilà, et c'est là il vient se prononcer. Il vient maintenant se prononcer à quelques jours. Et après avoir démissionné, on rappelle. Il a démissionné en même temps. Oui. Mais c'est bien, parce qu'il savait que c'est un pourri, en fait. Il est pourri. Il a pris les pots de vin. Et il est parti. Ouais. Donc, c'est dommage, mais vraiment courage aux joueurs. On va pas cacher le fait qu'on soit content que un pays autre que l'Amérique ou bien l'Europe organise une Coupe du Monde parce qu'il faut une rotation. Quand on dit Coupe du Monde, ça doit aller, ça concerne le monde entier. Le monde entier. Donc le problème, ce n'est pas que la Coupe du Monde la Coupe du Monde est allée au Moyen-Orient. C'est pas ça le problème. C'est même très bien qu'on fasse une rotation. Mais quand vous changez maintenant le programme des équipes, quand vous changez maintenant les habitudes des équipes,
ça entache un peu la particularité de votre Coupe du Monde. Mais attends. Ok. Et dans le Moyen-Orient, il y a quand même des pays Où il fait qui moins sont froid. pas il fait moins froid. Disons, il fait moins Un peu chaud. plus footballistiquement parlant, il y a des pays dans le Moyen-Orient, je vais citer quand même, par exemple l'Arabie Saoudite, par exemple, qui sont un peu plus avancés que le Qatar. Voilà. Bon, le Qatar a sorti l'argent. Chéquier. Le chéquier, ils ont un chèque blanc. Ils n'ont pas de limite dans les dépenses. Mais on rappelle que le Qatar est surnommé le puits. Les fonds inépuisables. Ils n'ont vraiment pas de limite. Pas de limite. Et c'est quelque chose de très spécifique qu'ils ont fait. Quand ils ont eu la Coupe du Monde, ils ont lancé des chaînes de télévision Being Sport. Being Sport. Ils ont commencé à acheter les parts droits TV, ouais. les droits télévision, les parts dans les clubs. Ils sont propriétaires du PSG. Ça dit que c'est une stratégie qu'ils ont mis en place pour le football à la base. Je pense que c'est un sport et forcément il y a le business qui vient derrière. Mais à la base c'est un sport, c'est un épanouissement. C'est très grand le football, d'accord. Ouais. Mais emmener de la corruption dans le football, ça vient complètement détruire tout le système. Non, on va pas aussi dire que la corruption dans le foot n'existait pas avant. Ça a toujours existé. Ok, même si ça existait, mais on n'a pas toujours eu le même niveau de... C'était pas aussi flagrant que ça. Ça, c'est trop net. Mais écoutez, vous avez été qualifié pour obtenir d'organiser la Coupe du Monde il y a 10 ans. Mm-hmm. Il y a 10 ans. Donc, que vous organisez une Coupe du Monde, organiser la Coupe du Monde, c'est pas ça le problème. Mm-hmm. Mais que vous faites jouer, vous devez penser au calendrier des joueurs. Mais parce que si ça se passait en juin ou en juillet au Qatar, ça devait être une catastrophe. Les joueurs On va aller mourir. Hein. Là-bas, pendant l'été, ils ont les températures qui dépassent les 45 degrés Celsius. 50, ça va à 50 degrés Celsius, on te dit. Mais donc, redonner à un pays qui peut organiser... Ils auraient dû penser à ça avant d'attribuer. Mais justement, non. Mais, ok, ils ont été attribués d'organiser... Pourquoi ils n'ont pas donné ça aux Émirats? Non, mais ils ont Pourquoi ils n'ont pas donné ça à l'Arabie Saoudite? Mais je pense que peut-être le Qatar avait promis genre des stades climatisés. Je crois à la base, c'était ça. Et ils ont les stades climatisés maintenant. Ouais, mais ils ne peuvent pas utiliser tous les stades. Ils ont la climatisation. Au moment où on parle dans les matchs qui ont commencé, il y a la climatisation. Sur le terrain et tout ça. Et même en décalant la date, en décalant les dates, il fait toujours chaud. chaud. Extrêmement chaud. Même au mois de novembre, il fait toujours très chaud. Mais ça veut tout simplement dire que, écoute, ils veulent s'accaparer de la coupe. Non, je parle de la coupe de l'organisation. Ils sont déjà ils éliminés. n'ont rien à foutre. En fait, ils n'ont rien à foutre des joueurs. Parce que moi, je pense plus aux joueurs. Si ces joueurs-là décident de gréver, il n'y a pas de Coupe du Monde. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui arrive tous les 4 ans. Et ce n'est pas garanti que tu joues même 2 Coupes du Monde. Donc les joueurs, quelles que soient les conditions, si on dit aux joueurs que la Coupe du Monde, c'est sur la planète Mars. Avec les aliens. Ils vont seulement vous dire, emmenez-nous sur Mars, on va jouer. Le joueur veut jouer. Il n'est pas dans la politique. Mais je il pense n'est que... pas dans il n'est pas dans en tant que joueur, je te promets, les joueurs veulent jouer, c'est vrai, ils veulent jouer. Mais dans quelles conditions? Oui, mais les conditions sont mauvaises, mais on est d'accord. Mais ils vont jamais refuser d'aller jouer. Ils vont jamais refuser. Parce que c'est une Moi, je pense que tout le désordre, le désordre, le vacarme qui se passe, il faut accuser une seule organisation, c'est la FIFA. La FIFA. Mais ça, c'est bien connu. Mais alors, c'est quoi? Comment on est maintenant au niveau. Et comme les gens... on n'est plus au niveau. Il y a une campagne en ce moment en Europe où plusieurs villes ont décidé de ne pas diffuser la Coupe du Monde sur les écrans géants, comme ils le font chaque année, chaque Coupe du Monde, dans la ville. Ouais. Plusieurs villes européennes, les Marseille, Paris, même Paris, a décidé de ne pas diffuser la Coupe du Monde. Mais justement, la Coupe du Monde, tu as comme l'impression que... Mais ce boycott-là, moi, je pense que c'est un peu trop tard. Non, mais ça n'a pas marché. Hein. Je pense que si on totalise le nombre de personnes qui ont regardé la Coupe du Monde, ça a même dépassé les ententes. Hein. Ce boycott, vous ne pouvez pas décider de boycotter. Moi, je pense même pas que c'est même pas un boycott. C'est même pas un boycott. Mais je pense juste que, en fait, c'est lorsque chaque pays joue,
ce pays-là supporte leurs joueurs à l'extérieur, c'est tout. C'est-à-dire, ils font peut-être une explanade ou un écran géant. Mais c'est pas comme si où il y avait un écran qui est placé là, où on regarde tous les matchs. C'est ce qu'ils font normalement. Ici à Washington, on a à DuPont Circle. Mais justement, l'écran géant. Ils ne regardent que quand il y a le US qui joue. Mais avant, c'était pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que boycotter la Coupe du Monde au Qatar, c'est un peu trop tard. Ils auraient dû boycotter quand la décision a été prise il y a 10 ans. Il y a 10 ans que cette décision a été prise de leur donner la Coupe du Monde. Okay, maintenant, tout est fait. Non, mais la décision a été prise il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on ne savait pas qui devait décaler le calendrier. Si, ils savaient. Mais non, mais on en parle depuis. Non, je pense depuis pas. Les années, ils parlent de ça. C'était pas une surprise. Mais si... Ah bon? Donc c'était pas une surprise que les joueurs devaient jouer en novembre? Non, on savait ça depuis. Qui devait jouer en novembre? Quand tu attribues la Coupe du Monde, ils sortent le calendrier déjà des matchs. On savait qu'ils devaient jouer ça en décembre, en novembre, depuis quand on avait attribué. Mais juste, c'est à cause des pots de vin, c'est tout. Ils auraient dû interdire ça, ou bien protester. C'était quand il y avait eu l'attribution. Aujourd'hui, à la veille du mondial, on ne peut pas. Vous allez boycotter, ça ne sert à rien. La machine est lancée. Ça ne sert à rien de boycotter maintenant. Moi, c'est le money talk. Ça, c'est le money talk. La machine est lancée. On te dit bien que le money talk. Bon, maintenant, nous sommes là, on ne peut plus rien faire. Hein, maintenant, on doit parler du football. On va parler du football maintenant. Le verre est tiré en l'aval. Buvez le vin maintenant, hein, tous ceux qui ont soif maintenant. Ben oui, monsieur le ministre, on commence par vous. Je bois d'abord mon verre. Quels sont vos pronostics par rapport à ce mondial? Qui voyez-vous aller jusqu'en finale contre quelle équipe et parmi nos équipes africaines, quelle est l'équipe la mieux placée pour aller plus loin, on va dire, et quel est le meilleur joueur, le meilleur buteur et tout ce qui vient avec, quoi? Merci. Finalement, on parle du football. Ça, c'est la bonne nouvelle. Personnellement, on va d'abord dire que aucun de nous n'a la réponse ou bien la vision. Je sais ce qui va arriver. On est tous fans. On est tous fans. Sauf les aliens et les Tchapala. Qui connaissent la vérité. Donc, tout ce qu'on va dire maintenant, c'est une histoire d'opinion. Opinion personnelle. Ouais. Ce n'est pas que quelqu'un a la vérité ou qui... D'accord. Voilà. Puis en même temps, ne faisons pas les boulets quand même. Mais on va pas faire de boulets. Des pronostics boulets. On va pas faire de boulets. Où on raconte un peu n'importe quoi. On va pas créer une révolution. Moi, personnellement, je pense que la France va... La France va garder son titre. Je veux m'expliquer. La France va garder son titre. Pourquoi? D'abord, ils sont favoris parce qu'ils sont champions en titre. Oui. Le champion en titre est naturellement le favori. Ensuite, on va maintenant un peu plus en profondeur. On va regarder l'effectif. Il n'y a pas... Je n'ai jamais vu, depuis que je regarde, je suis fan de cette équipe depuis petit, je n'ai jamais vu autant de blessures dans une équipe qu'il n'y a eu en 2022, cette Coupe du Monde. La France a perdu Paul Pogba, N'Golo Kanté, Nkoku, Benzema, juste à la veille de la Coupe du Monde. Ils ont une liste d'une dizaine de joueurs de haut niveau. Ce n'est pas seulement des joueurs de haut niveau qui ne jouent pas cette Coupe du Monde. Mais et c'est pour montrer la force de ce pays, ils ont, même l'équipe C, est toujours aussi performante. Mais écoute, moi... Tu n'as pas Pogba, tu as un jeune qui arrive dans le milieu du football qui est en train de monter, ça s'appelle Tchouaméni. Il a le même profil que Pogba, mais il est encore jeune. Mais au niveau talent, il n'a rien envié. Tu as des gars comme Rabiot, qu'on disait que c'était un tocard. Aujourd'hui, il te fait une très belle Coupe du Monde. En défense, tu n'as plus les Umtiti qui étaient champions du monde en 2018. Tu as maintenant des jeunes comme Upakeno, ou tu as des jeunes comme Konaté de Liverpool. En attaque, tu as le meilleur joueur du monde. Et j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ce gars-là. Il s'appelle Kylian Mbappé. Le meilleur joueur du monde. Meilleur joueur du monde. À l'heure actuelle. Un talent incroyable. Vitesse. Sens du but. Il n'a que 23 ans. Il a déjà 30 buts en sélection. En club ou en sélection, il marque. Il est fort.
que ce soit en club ou en sélection. Il n'y a rien à dire. Et il emmène. Aujourd'hui, ils ont joué leur deuxième match. Il a qualifié l'équipe de France lui-même. Ils ont gagné 2-1, doublé. Donc, avec des gars qui l'appuient comme Griezmann, Antoine Griezmann, comme Ousmane Dembélé, comme Olivier Giroud. Mais pour moi, Dembélé est le meilleur joueur du monde. Hein. Là, il y a débat là. Voilà, tu vois un peu. Avec cette attaque-là, moi, je pense qu'ils ont assez de joueurs pour aller jusqu'au bout. C'est bien sûr un avis personnel. Ce n'est pas quelque chose de... Donc, moi, je pronostique. Mon pronostic, c'est la France va en finale contre le Brésil. Ah! Mais ils vont battre le Brésil parce que le Brésil n'est pas aussi fort. Ah! Et ils sont en train de perdre Neymar. Pour les Africains, honnêtement, je suis déçu. Je suis déçu par les Africains. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Le Sénégal a fait un très bon match contre le Qatar. Chaque année, on demande plus d'équipes en Coupe du Monde. Et quand on va en Coupe du Monde, on a toujours les mêmes résultats. Décevants. On a toujours les mêmes... La victoire du Sénégal, je pense que ce sera peut-être la seule victoire qu'on a en cette Coupe du Monde. Moi, je pense que le Sénégal va se qualifier. Et confiance au... D'accord, mais quand ils se qualifient, ils vont pas aller loin parce qu'ils ont perdu, eux aussi, ils ont perdu leur meilleur joueur avant la Coupe du Monde, Sadio Mané, qui ne sera pas là-bas. Donc, ça va les rattraper. Le fait de ne pas avoir ton meilleur... Parce que quand tu regardes le match du Sénégal, il y a des lacunes en attaque. Des lacunes. Même si le petit Marseillais... on s'est toujours les Marseillais, mon gars. Qui est venu clouer... il est venu marquer un super but, il est rentré, mais il n'est pas le titulaire, il n'est pas titulaire. Il n'est pas titulaire tout simplement parce qu'il joue à Marseille, c'est tout. Mais non, mais attends, mais ça c'est une attaque personnelle et c'est pas sérieux. C'est des tueurs, c'est lui qui l'attaque. Bamba Dieng, c'est le futur du football africain. Mais moi, il est encore jeune, il est en train d'apprendre. Les Pélicans du Gabon jouent peut-être 7 fois mieux que moi. C'est pas un débat. Mais ça, c'est la haine. C'est une haine gratuite. Quelle tuerie, ça. C'est la haine et c'est gratuit. Mais soyons sérieux. Non, mais la même question vient à vous, monsieur le ministre. Monsieur Davido. Que pensez-vous qui sera pour vous le meilleur joueur, le meilleur buteur et l'équipe qui ira le plus loin à cette Coupe du Monde, champion du monde en tout cas? Je suis énormément déçu de Messi. Messi, on va peut-être le contester, on va tout dire sur lui, mais après, il faut avouer que c'est un très, très, très bon joueur. Non, c'est pas un bon joueur, c'est un grand joueur. Voilà. Il faut bien placer les mots. Il est fini. Peut-être fini, oui, parce qu'il est vieux, il vieillit, c'est normal. Mais après, je pense que là, je crois que c'est sa dernière Coupe du Monde. Ben oui. Moi, il ne va jamais la gagner. Hein. J'aurais pensé qu'il aurait peut-être fait mieux, mais bon. Bref, le football est rond et on a encore... la compétition n'est pas encore... Est-ce que tu te rends compte que... Donc, je pense que... J'espère qu'il viendra un peu plus fort. Concernant nos équipes africaines, je pense qu'on a un gros problème. Je ne sais pas quel est le problème, mais on doit fournir des efforts. Quoi. Franchement, c'est incroyable que ces gens-là, tous les joueurs africains jouent en Europe. Oui. Les 95% des joueurs la majorité, on rappelle. Non, mais 95% des joueurs africains jouent en Europe. Et dans les grands et des bons clubs. Mais comment est-ce que quand ils se retrouvent dans une grande compétition, qui est la Coupe du Monde, les gars sont là, ils foutent la patate. On rappelle que le seul joueur qui ne joue pas en Europe en ce moment, c'est Boupenza. C'est tout. Mais il est en Arabie. Mais justement, on va dire l'étranger aussi, il ne joue pas en Afrique. Enfin, quand on parle il joue pas, c'est pas un autochtone. Au moins, il a l'expérience de l'extérieur. Voilà. Ouais. Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce sentiment. Non, mais c'est incroyable. C'est à croire qu'on est maudit. Non, mais jusqu'à quand? Ils oublient de comment. Peut-être c'est l'année, hein. Peut-être c'est la bonne cette année. Vous savez pas. Hein. Mais peut-être que c'est aucune équipe africaine. Quelle équipe africaine qui est déjà éliminée? Aucune. On a pour coutume de dire on juge le maçon au pied du mur. Aucune africaine n'a encore. Les matchs qu'ils font là. La Tunisie va jouer contre la France. Ils vont jouer contre l'équipe B de la France. Mais même l'équipe B. Mais oui, parce que la France est déjà. La règle, tu as 3 matchs en poule.
quand tu gagnes tes 2 premiers matchs, Tu es qualifié directement. tu es qualifié. Donc, C'est vrai. en général, le 3e match, tu fais jouer les remplaçants. Ok. Non, mais il Ça, faut c'est- aussi aller chercher la première place, hein, parce que si... Non, ils ont déjà la première passe garantie, d'ailleurs. Parce qu'ils ont la première passe Mais garantie. écoute, Ouais. Donc, Ça, ils vont faire jouer les remplaçants. Mais même les remplaçants de la France, c'est des gars de super niveau. Tu as Gendouzi, milieu, le maître d'homme de le milieu marseillais. Qui va Marseille jouer- revient toujours dans les, qui va dans, jouer. dans les Tu as ports. Mandanda, Steve Mandanda, qui est le gardien légendaire de Marseille, qui va jouer son match en Coupe du Monde. Steve Mandanda qui Un encaisse. touré, Steve- vraiment. Moi, Il personnellement, encaisse les buts. personnellement, je pense que Steve Steve Mandanda qui encaisse personnellement, je les pense qu'il est buts meilleur de- que Yoris. On va pas se cacher. Yoris a joué devant Mandanda parce que Yoris est blanc. Je suis fatigué. Il faut le dire. Yoris n'est pas meilleur que Mandanda. Ah bon? Mais Ah ça c'est bien connu. Il paraîtrait qu'on. Non, mais écoute, Ça, c'est toi-même, bien connu. Je tire ça de tes propres propos. Tu avais Oui. dit une fois ici Oui. sur le plateau, tu avais dit non, mais en Europe, c'est quand t'es bon qu'on te prend. Mais il n'y a pas des blancs, il n'y a pas des noirs. En club, oui. Quand En t'es club, bon, en club, on te oui. prend. Mais souvent, en équipe nationale, souvent, Non, il y a la politique. non. Souvent, il y a la politique. C'est pas souvent les meilleurs qui jouent en équipe nationale. Donc tu me rejoins sous. Là, tu es en train de. En me ce rejoindre. moment, si tu vois l'équipe, on a le petit William Saliba. Un ancien Marseillais. Il a 20 ans. Il joue à Arsenal en ce moment. Non, mais. Il est l'un des meilleurs défenseurs du championnat anglais. Mais tu vas citer. Mais il ne peut pas jouer devant Raphaël Varane parce que Raphaël Varane a un statut. On parle de la hiérarchie en ce La moment. hiérarchie. Donc, c'est pas, en sélection, ce n'est pas forcément le meilleur qui joue. Il y a aussi, c'est le plus expérimenté. il y a aussi une hiérarchie qu'on met en équipe nationale. C'est pas forcément le meilleur joueur. Et ça, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé à Mandanda devant Yoris. Parce que Yoris était en équipe nationale avant lui. Et ils l'ont gardé. Et c'est pas facile de l'enlever. C'est le plus expérimenté, moi. Oui. Non, mais bien sûr. Mais voilà. Mais alors, mais pour vous, quel sera le meilleur joueur de la Coupe du Monde et le meilleur buteur de la Coupe du Monde Kylian Mbappé. Meilleur joueur, meilleur buteur. Meilleur joueur et meilleur buteur. Ah, et vous, monsieur Dev? Kylian Mbappé, bon, enfin, Kylian Mbappé, c'est un petit que je supporte beaucoup parce que il a, je dirais pas du talent, il est bon, il a une course de vitesse vraiment exceptionnelle. Mais déjà pronostiqué, ce sera le meilleur buteur, je sais Parce pas. que le deuxième. On a encore Cristiano Ronaldo qui est là avec nous. Il n'a pas. Dire qu'il sera meilleur buteur, c'est un abus de langage. C'est vraiment un Le abus deuxième de meilleur langage. buteur, c'est Valencia de quelle équipe là? De l'Uruguay ou de quelle équipe? Équateur. Équateur. Et il s'est blessé. Mais écoutez, Il a aussi 3 buts comme Mbappé. Je ne sais pas s'il va encore jouer un match. mais ils n'ont que 3 buts. Ils n'ont que 3 buts. Mais c'est la Coupe du Monde. Hein. Tu sais combien de buts Mbappé a marqué à la Coupe du Monde 2018? Il a marqué 4 buts. Mais en Coupe du Monde, tu ne marques pas beaucoup de buts. Hein. Non, mais ils n'ont que 3 buts. La compétition ne fait que démarrer. Donc moi, je pense que... Mbappé il va mettre au moins 8 buts. Ah, mais il y a des statistiques ici qui sont terribles, mon Dieu. On peut enregistrer. Non, mais c'est dedans, hein. C'est dedans. C'est enregistré. Je vous ai dit ça. Incroyable. You heard it here first. Incroyable. We heard it first, donc il faut faire très Tu peux aller attention. parier, hein. Par rapport à ce que je t'ai dit, tu peux aller faire des paris. Non, mais... Tu vas gagner. Non. Tu peux aller faire un pari. Écoutez, le football, le ballon, le soccer qui sont en train de play, le football, le ballon, il est rond. D'accord? Il y a des surprises et il y a tellement de surprises quand il s'agit de football. D'accord? Mais qui aurait pu imaginer que l'Argentine aurait perdu contre... comment ça s'appelle? C'est un match de poule. C'est un match de poule. Tu peux perdre un match mais te rattraper. D'ailleurs, ils ont gagné aujourd'hui. Ils ont battu le Mexique 2-0. Mais justement, donc il y a tellement de Les surprises. surprises, ça arrive au premier tour. Mais quand vous passez maintenant Ouais, chaque match c'est une finale hein, quand vous passez. Quand vous passez maintenant à partir des huitièmes, il n'y a plus beaucoup de surprises, man. Ok, ben écoute, moi je veux rester dans l'optique où le ballon il est rond. Faire une pronostic maintenant, je veux pas trop m'engendrer. Non, mais tu peux pronostiquer. C'est pas interdit. C'est comme on a dit. On n'a pas tous, Allô? comme on disait, on n'a pas tous. Ouais. En général, on dit toujours notre équipe favorite va gagner. Ça, c'est normal. Mais
Non, mais je voulais tout simplement dire que le pronostic, moi, bon, je sais le Brésil va quand même atteindre la finale. Neymar a déjà la cheville pétée. Il va gagner comment? Comment tu veux qu'il gagne si... Mais c'est normal, c'est normal. Les grands joueurs ont toujours des petits bobos. C'est pas un petit bobo. Tu as vu mais c'est un très petit bobo. Donc, tu as vu la taille de sa cheville, comment c'est gonflé? Non, mais c'est rien. C'est rien, ça, c'est Neymar. Il peut gérer, il va gérer. Que la France n'ait pas peur. Et c'est même pas étonnant. Le Brésil va peut-être vous damer. Neymar, il joue la moitié des matchs de partout où il passe. Chaque saison. C'est toujours la même chose. La moitié des matchs, on parle de la 7 Coupe du Monde, on verra. Mais il est jamais blessé. On verra Brésil-Argentine. Mais je suis prêt à parier. On verra Brésil-France. Et je suis prêt à parier que vous serez damé peut-être 3-0. Au moins 3-1. Et ce Brésil-là. Je confirme. Ce Brésil-là veut battre la France. Mais on rappelle qu'on a le stand dans le plateau de MiamiSradio140.fm. Il veut donner son avis là. Oui, vas-y, Stade, dis-moi pourquoi le Brésil va battre la France. Non, faut m'expliquer pourquoi vous pensez que le Brésil va battre la France. Mais la France, la France, Mbappé n'est pas le seul joueur de la France. Mais c'est ce que peut pas tout. Mbappé ne peut pas prendre l'équipe de France en main comme Messi le fait et Cristiano. Mais c'est ça la France. Non, le problème c'est que Mbappé c'est un bon joueur, mais il n'est pas complet. Dans le sens où c'est un attaquant, mais il ne sait pas têter. Mbappé, depuis qu'il joue, n'a jamais marqué. Le premier but, le mondial, c'était de la tête. Hein. Il n'a jamais marqué. Il a marqué de la tête avant-hier. Il n'a jamais marqué de coup franc. Oui, mais malgré ça. Quel grand joueur est-ce que vous connaissez qui n'a jamais marqué de coup franc ou bien qui n'est pas complet? En fait, il peut porter l'équipe de France, mais s'il se blesse, l'équipe de France n'est rien. Parce que comme vous avez dit, il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés, comme par exemple Benzema, Pogba et tout le reste. Ouais. Et si Mbappé ne joue plus, plus rien ne se passe pour l'équipe de France. Entre-temps, pour le Brésil, même si Neymar ne joue plus, même s'il y a beaucoup de blessés, il y a tellement de remplaçants, il y a tellement de bons joueurs au Brésil, mais vraiment de talent. Qui remplace moi, je te prends au mot. Allons dans l'effectif du Brésil. Qui remplace Neymar dans à ce niveau, on ne parle même plus de remplaçant de Neymar, mais on parle de meilleurs joueurs que Neymar. Il y a des joueurs comme Rodrigo, Vinicius. Il y a des joueurs comme le petit Richardson qui a prouvé le dernier match. C'est une opportunité. Il y a des joueurs comme Gabriel Jesus. Il y a des joueurs au milieu de terrain. Il faut savoir l'effectif du Brésil est nettement supérieur à l'effectif de France. Je suis pas d'accord. C'est là où on est. Mais comment tu dis non? Le milieu de terrain du Brésil, à part Camisero qui est déjà vu. Stan a complètement raison. J'approuve l'opinion de Stan parce que Écoute, il t'a clairement édifié sur le fait que le Brésil est plus supérieur que la France. Et c'est les joueurs. Écoute, justement, en fait, toi, tu n'as pas idée ou tu n'as jamais vu même la moitié de ces joueurs jouer. Pourquoi? Je les vois tous jouer. Non, tu n'as pas encore bien vu jouer pour au moins juger leur talent, voir ceux qui sont capables d'apporter. En milieu de terrain, ils ont Camisero, c'est tout. Casimiro. Paqueta, c'est pas un joueur. Ne me parle pas de Paqueta. Tu vas comparer Paqueta à Dembélé? Casimiro, il n'apporte rien. À part le gros corps qu'il a, le côté physique. Qu'est-ce qu'il apporte au côté offensif? Rien du tout. C'est l'un des meilleurs milieux. Il a prouvé au Real. Il a 5 Champions League. Milieu défensif. Il n'apporte rien au niveau offensif. Mais si. Non. Mais on a vu ça. Vous comptez sur qui? Paqueta Saint-Ocar. Vous comptez sur qui? Hein? Sont sérieux? On doit être franc. Le milieu de terrain du Brésil n'est pas si fort que ça. Ils ont les attaquants, oui, mais ils n'ont droit que de mettre 2 ou 3 attaquants. Tous les gars que tu as cités là ne jouent pas en même temps. Des ressources au banc de touche. Qui d'autre au banc de touche? Anthony est au banc de touche. Il peut pas. Fred, c'est un milieu. Il joue à Manchester, c'est un bon milieu. C'est un milieu, mais c'est un très bon milieu. Il n'est pas très offensif, c'est un milieu. Non, mais ils ont tous les bons joueurs. Donc, s'ils perdent l'animation, leur animation offensive, c'est Neymar. Non. Ils ont la défense, ils ont le milieu et ils ont aussi l'attaque. En attaque, ils ont 3 équipes A, B, C. Les 3 équipes là, ils sont nettement supérieures. Tu es d'accord que la vérité, c'est le milieu de terrain? Moi, je viens de te citer seulement
le milieu de terrain du Brésil qui n'est pas aussi fort que tu penses. Les attaquants, si le milieu n'est pas fort, les attaquants là, vont ne servir à rien. Mais si, parce que la majorité des attaquants. Est-ce que c'est les gars qui créent Exactement. Un gars comme Richarlison. Non. Un gars comme Richarlison, il ne va pas créer ses occasions. Richarlison, c'est le seul attaquant de pointe du Brésil. Tous les autres, ce sont des milieux, ce sont des numéros 10. Des ressources. Gabriel Jesus, c'est un milieu de terrain. C'est un avant-centre, non? Justement, c'est un attaquant de pointe. Est-ce qu'il crée? Il crée les actions. Et on a vu même dans le match passé. Il n'est pas titulaire. On ne parle pas du fait. Un gars comme Richarlison, il bénéficie de Neymar. Parce que Neymar fait le chichi là. Il envoie la balle et puis Richarlison, il va seulement mettre le pied, ça va rentrer. Si Neymar n'est pas là, c'est pour ça que je te dis, là où Neymar s'est blessé, ce sera un handicap pour le Brésil. Parce que c'est lui qui crée. C'est lui qui crée pour les attaquants. À part Neymar qui crée au Brésil. Vinicius était très... il a fait une passe décisive. C'est lui qui a fait la passe. Il était assez moyen, le premier match. Peut-être qu'il va changer. Son premier match était assez moyen. Hein. Les statistiques montrent que le dernier match où ils ont marqué les 2 buts, il était involved dans les 2 actions, dans les 2 buts. Le premier but, il a frappé, c'était contré, Richarlison a mis le pied, c'était le premier but. Et le deuxième but, il a directement fait la passe décisive. Oui. Il se montrait décisif à de nombreuses reprises avec les Brésiliens et avec le Real de Madrid. Et on a aussi des joueurs comme Rodrigo, qui construit le jeu et tout le reste. Rodrigo aussi est remplaçant. Oui, mais là on parle justement de l'équipe A, B ou C. Ils sont meilleurs sur le papier. Tu sais ce qui se passe quand un joueur comme Neymar, c'est pas parce que je parle un peu mal, vous avez l'impression que je parle mal de Neymar. Je sais qu'il est très talentueux. Mais les gars comme les Neymar, talentueux, s'il vous plaît. Les gars comme les Neymar, c'est les gars qui attirent la défense. Les équipes adverses ont un joueur comme Messi. Ils font ceci avec Messi. Ils essaient de faire ça avec Mbappé. Tu as 1 ou 2 joueurs, quand le coach demande, votre travail, c'est de surveiller ce gars-là. Tout le match. Je ne veux pas que vous allez regarder ailleurs. Votre comme N'Golo Kanté avait fait à Messi en 2018. Ton travail, c'est lui. Donc, ils prennent 1 ou 2 joueurs qui focus sur ce genre de joueurs-là. Les joueurs comme les Neymar. S'il n'est pas là, le coach ne va pas avoir le requirement là. Il va pas. Si Messi, Neymar n'est pas sur le terrain, le coach ne va pas exiger à un joueur de surveiller Neymar. Maintenant, il peut écarter ses défenseurs pour garder tout le monde. Est-ce que tu vois la différence de ce genre de joueur-là? Oui, je vois la différence. Donc, s'il n'est pas là, ça devient plus difficile pour eux parce que les défenseurs ne seront plus concentrés sur un joueur. Ils peuvent maintenant bien gérer les autres attaquants. Et il n'y a plus de créateur. C'est leur créateur. Avec la tactique, là, il y a un petit problème. Quand on prend l'exemple du Brésil, si on décide de ne pas défendre sur certains joueurs, on voit comme dans le match, comme dans leur dernier match, qu'ils paient avec des buts. Parce qu'il y a tellement d'espace derrière qu'il y a tellement de joueurs qui peuvent créer le jeu qu'au final, ils réussissent à se et puis, ils ont joué aussi. Et de marquer des buts. Ils ont joué contre... c'était, comment ils appelaient l'équipe là? La Serbie. La Serbie aussi, hein. C'était pas la meilleure équipe du monde, hein, parce que les buts de Richarlison, c'est des buts. Les buts de Richarlison, c'est des buts vraiment. Il n'a pas fait grand chose. Non, mais c'était des grands buts, monsieur le ministre. Il n'a pas fait grand chose. C'était des grands buts, monsieur il le n'a pas ministre. fait grand chose. Il est venu. La bicyclette, il est carrément seul. Non, mais la bicyclette, c'est un très grand but. La défense n'a même pas bougé. Non, mais c'est ça même le travail de. Le travail d'un grand attaquant. La défense n'a même pas bougé. On le laisse faire des bicyclettes. Non. Donc, sans votre gars Neymar, ils sont foutus. Sans votre gars Neymar, ils sont foutus. Parce que les attaquants, là, c'est pas les attaquants qui peuvent créer les occasions pour eux-mêmes. Non, mais bien sûr. Ils ont démontré à de nombreuses reprises qu'ils peuvent créer les occasions eux-mêmes, par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de Neymar. C'est pas Neymar qui fait le jeu du Brésil. Parce qu'à chaque fois, justement, il se blesse. Même quand il ne joue pas bien, il attire l'attention des défenseurs. On est d'accord. C'est ça. C'est très important.
Même quand il ne joue pas bien, il attire l'attention des défenseurs. C'est ce genre de joueur-là. Et ça libère les gars devant. Mais s'il n'est pas là... S'il n'est pas là, il n'attire pas l'attention. Exactement. Mais au final, il perd. L'équipe adverse perd. Parce qu'il y a tellement de joueurs qui peuvent dribbler. Ils se disent qu'il n'y a pas de Neymar. Donc, ils se concentrent sur aucun joueur. Et il y a tellement d'espace derrière. Bon, pour les autres équipes, moi, je pense que l'Angleterre est assez décevante. Oh! L'Angleterre est assez décevante. La Belgique qui a fait beaucoup de bruit après 2018, qu'ils étaient la meilleure équipe. J'ai regardé leur match, c'était assez décevant. Donc, c'est pour ça que je parle de France-Brésil, parce que c'est les deux seules équipes qui ont montré un peu la supériorité. Je pense aussi que c'est une bonne finale. La Belgique est assez décevante. Hein. Leur match là, c'était vraiment... On rappelle que c'est une équipe d'or. Hein. Ils n'ont pas Lukaku aussi. C'est très vraiment. Ben, nous rappelons à tous les auditeurs que nous étions sur la Miengues Radio 240.fm. Nous étions sur le truc de la Coupe du Monde 2022 qui se joue au Qatar en ce moment. Nous avons un monsieur le ministre qui a pronostiqué que la France sera champion du monde. Back-to-back champion. Donc pour la première fois, mais on rappelle aussi que la France a brisé la malédiction. Une équipe qui a été championne du monde n'a pas été éliminée au premier tour. La France a brisé cette malédiction. Yes. Mais pourvu qu'ils aillent au bout. Mais pour ma part, viva Léo Messi, viva Argentina. Non, ils sont éliminés. Et tu sais qu'il y a une chance que l'Argentine tombe sur la France en 8e. Oui, s'ils sont deuxième. Si l'Argentine est deuxième. Voilà. Ils vont encore tomber sur la France. Ils peuvent pas gagner. On va mettre Chouameni sur Messi. Chouameni sur Messi. Qui sera de 240 points.